Oui, on va vraiment faire du travail de voir cette réunion importante. Nous sommes un petit peu plus tard parce que quelques interventions à analyser avec nos amis avocats qui sont en train de passer au média. Je pense que ça va arriver, donc là, ils vont commencer tranquillement notre réunion. Je sais pas. Parce que c'est pas. Parce que c'est marqué. Bonsoir. 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 Hello, bonsoir tout le monde. Donc comme vous pouvez voir, ça n'a pas encore commencé. J'ai commencé le live peut-être un peu tôt, surtout le fait que je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc comme je vous ai dit, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, si jamais ça coupe, eh ben vous allez vous rabattre sur un autre live. Il y a Jen Flo qui est là, je ne sais pas s'il y a d'autres lives là, mais enfin, vous aurez au moins un plan B, au cas où. Belle bonsoir, belle bonsoir. La prise multi. Je vais la prise à ça. Ah, le monsieur a de bons réflexes, hein. Alors, Domi 972, Idel, je voulais dire, on n'a pas la suite. J'arrive pas à voir les autres noms. Là, je sais que c'est Germanie. Et bien, bonsoir tout le monde. Collectivement et individuellement, il y a beaucoup de visages, on va pas donner tout le monde. C'est bien que les combattants et les combattants soient là pour cette réunion importante. Et nous allons d'abord remercier Christophe Lebach avec nous, merci Andrés. Il a pu faire
sympathiquement le voyage depuis la France pour venir ici, pour nous montrer que ça a été fait. Très important. Merci à Sabrina Campoli. Son voyage géographique est plus grand, parce qu'elle vient de Guadeloupe, mais le voyage de travail fait depuis des années sur la question des droits sociaux, merci à Virginie qui pour le moment est la seule représentante de l'ensemble des avocats ici, qui a un petit peu des obligations. Et bon, alors aujourd'hui, c'est évidemment une partie politique, judiciaire, que va la priorité sur ça, chacun de nous, c'est ce qu'on attend principalement. Et avant de donner la parole, je voulais donner deux petites informations le plus rapidement possible. Vous savez que le pouvoir sur la question du chloroquine a un aspect judiciaire, un aspect social, un aspect politique, un aspect médical, un aspect scientifique, un aspect environnemental, et la particularité des deux mouvements qui organisent cette réunion, la Régionale de la et Caroline pour l'école, qui sont un petit peu l'un de l'autre, les deux pas systématiquement. La particularité de ce mouvement, c'est essayer de prendre en compte la totalité d'une problématique qui est vraiment large. Ça le dit. Donc ça fait la difficulté de la tâche. Et c'est très important qu'on ait pu assurer, continuer à assurer une continuité dans ce moment. Et l'aspect judiciaire que les amis ont traité ne nous empêche pas de dire que ça fait partie du combat judiciaire plus tard que celui qui nous occupe en ce moment. On vient d'apprendre que les tribunaux ont annulé une autorisation de mise sur le marché de la CES. Et pendant le organisme de respect, une autorisation de produit a été faite et le Sénat a annulé ça en disant que l'expérimentation n'avait pas un niveau, mais elle avait été simplement un laboratoire et que donc ça ne trouve pas que le produit est reçu. Donc je pense que ça veut dire que sur le plan judiciaire aussi, on va se faire et on peut avoir des choses intéressantes, même si ce n'est pas le seul plan de vie. Et ce n'est pas le même sujet de l'affaire, mais c'est aussi une décision encourageante, le fait qu'en France, il y a un tribunal qui a annulé la construction de contrats inutiles de l'autoroute A69. Eh bien, malgré le fait que des sommes considérables avaient déjà été dépensées, sont disant les 2/3 des choses qui dans les bureaux, ça ne correspond pas à un intérêt collectif majeur. Ça n'est pas que sérieux, ça porte la tête sévèrement à l'environnement, et en conséquence, il faut annuler cette décision qui montre qu'on peut venir prendre le combat aussi sur ce plan. Il y a une décision, par contre, qui a été prise et qui nous révolte au niveau des deux organisations dont j'ai parlé, c'est la décision d'autoriser à nouveau l'épandage aérien pendant un vous savez que l'Union combat sur ça il y a quelques années. L'époque n'a pas encore de mais il y avait des associations, il y avait des organisations, nous étions de façon diverse au sein de cette organisation qui avait abouti finalement à la décision
par ce territorial décidé qu'on arrête l'épandage aérien. On vient de prendre la décision de réautoriser l'épandage aérien sous la navette. Et alors, c'est pas le chlordécone, mais l'épandage aérien. Donc, il se trouve que le roi n'est pas par. Et puis, je dois aussi signaler que sur le plan législatif, il y a des choses qui se passent. Vous savez, nous sommes avec le communiqué à l'époque. Nous avons discuté avec les députés, d'abord avec Marcelin une proposition de loi de ensuite avec le député Gauthier Canitaire qui a fait une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale, qui, si Pierre le progrès est avec des limites, ça fait ça. Tout ça, j'ai travaillé, on a discuté avec des visions, des échanges avec les parlementaires, et bon, il y a eu quand même un peu de prise en compte des observations que nous faisons. Bon, il y a là la communauté, c'est qu'il y a une autre loi qui est votée, surtout là au Sénat. Donc, le rôle de ce doit être un petit peu plus vieux, parce que là, c'est une loi. Il y a trop d'écho, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est la salle qui vous sort. C'est un fouillage, c'est comme ça que ça se passe. Et la différence cette fois-ci, c'est que le Sénat, ils ont pris leur décision sans discuter avec le mouvement social qui est jamais le. Et bon, même s'il y a des éléments possiblement en détail dans cette loi au niveau du Sénat, ça n'est pas vraiment ce que nous souhaitons et nous en profitons pour rappeler que nous, notre objectif, c'est d'obtenir une loi programme sur la question du problème de la réparation, une loi programme pluriannuelle qui permet vraiment d'aborder l'ensemble et qui mette les moyens qui sont nécessaires pour la face, c'est-à-dire autre chose que ce qui nous oublie et discuter à travers. Donc, le combat sur l'éparation à travers le droit, c'est un combat qui continue. Et puis, il y a aussi l'aspect scientifique. On en a parlé dans plusieurs interventions dans des colloques organisés jadis. Mais nous avons toujours eu une grande insatisfaction sur la manière dont ces travaux-là étaient menés. C'est-à-dire que les scientifiques qui travaillaient faisaient leur légitime et juste travail, et puis après, ils n'avaient pas plus ou moins. Est-ce que le son est de meilleure qualité ici? C'est comme ça que ça s'était passé, bâtonnière, si vous vous souvenez. Bon. Donc on avait protesté pour ça. Et lorsqu'il y a eu une réunion des sciences sociales à l'université sur le chlordécone, nous étions allés, nous avions à nouveau rappelé que la science, ça nous intéresse. La science, ça nous concerne. Et qu'on a notre mot à dire, on n'est pas des scientifiques, on a un esprit politique, on est capable de comprendre, on est capable de réfléchir, et on est capable de dire ce que la population attend en termes de recherche et en termes de validation des hypothèses qui sont faites. Bon, on avait dit ça. Et on a eu un semblant de satisfaction, puisque il y a un conseil scientifique sur le chlordécone qui est venu, qui nous a reçus, on a discuté, c'était bon, convivial, sympathique et tout, mais à l'analyse de ce que cette réunion a donné, nous sommes encore très dubitatifs et nous sommes assez critiques. Parce qu'on a le sentiment que peut-être les choses qui sont faites à ce moment mettent plus l'accent sur une espèce de culpabilisation de la population que sur vraiment la mise de moyens conséquents pour résoudre les problèmes. Culpabilisation de la population qui
ne mange pas correctement, qui s'alimente sur le bord des routes, qui ne va pas faire des tests lors des pandémies, etc., etc. Alors que les vraies décisions ne sont pas prises au niveau collectif, au niveau de l'État. Et donc, nous allons veiller à ce que le travail des scientifiques, eh bien, il se fasse avec l'interpellation de la population. Pourquoi nous allons faire appel à vous encore, aux citoyennes, aux citoyens, au mouvement social, nous allons encore faire appel à tout le monde pour qu'on puisse venir et dire aux scientifiques au moment où l'événement qui prépare va se faire, ben voilà que nous avons telle question, nous avons telle problématique. Nous avons déjà un petit peu dit ça, mais pour qu'ils attendent, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit déterminés. Donc vous voyez qu'il y a du boulot sur la planche. Et c'est pour ça que Petit Boulot dit moyens, il faut des moyens pour ça. Et nous avons un événement que nous préparons. Il y a une fonction à la fois de soutien des artistes et une fonction aussi financière. On ne va pas vous le cacher, puisque nous avons décidé que le 2 mai, nous allons faire un grand concert pour récolter un peu de fonds pour les frais importants que suscite la mobilisation, qui n'est pas finie, qui n'a pas fini de sitôt, il y a d'autres choses qui sont prévues, mais on va faire ça. Donc je vous dis déjà ça, réservez votre 2 mai, c'est le lendemain du 1er mai, donc vous serez encore en forme après avoir fait une bonne marche dans le Fort de France. Et pour un événement festif, il y a des artistes qui nous ont déjà donné leur engagement, il y a un lieu que l'on a déjà en principe, enfin bon, le détail va être mis en place rapidement. Enfin, c'est ça, c'est pour vous dire que voilà, il y a des perspectives de travail. Après avoir beaucoup parlé, trop parlé, on va passer la parole aux différents amis avocats en signalant l'arrivée de 2 autres qui ne sont pas des moindres et qui vont certainement dire aussi leur vision d'être Germanie et d'être Robert. Et je pense que quand ils auront entendu les observations des autres, ils vont certainement avoir un petit commentaire, un petit complément. Merci, on applaudit encore tous ces amis qui sont venus. Et on va d'abord donner la parole à celui qui vient de plus loin, c'est-à-dire Christophe qui vient de Merci, Philippe. J'ai toujours grand plaisir de venir à Martigny, surtout quand je vois la mobilisation de ce soir. Alors, beaucoup de choses à vous dire. On va commencer peut-être par un retour sur une autre procédure qu'on n'a pas évoquée et qui est importante. Avec l'atelier Germanie, dans la procédure pénale, nous avions posé 2 questions prioritaires de constitutionnalité. Nous avions posé ces questions prioritaires de constitutionnalité parce qu'il nous paraissait important que dans le cadre du dossier pénal, c'est-à-dire le dossier du non-lieu, la Cour de cassation et surtout le Conseil constitutionnel statuent sur 2 questions importantes. La première question, c'était l'atelier Germanie qui avait posé, c'est de savoir si l'impunité dont bénéficie l'État au pénal était conforme à la Constitution et au principe d'égalité. La Cour d'appel n'a même pas transféré la question et a considéré que ça ne posait pas de problème. Moi, j'avais posé une question sur le droit de l'empoisonnement. La Cour d'appel avait considéré qu'il fallait que la Cour de cassation statue. La Cour de cassation a examiné le dossier et a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel. Donc, retour à la case départ, nous aurons prochainement, juin, septembre, peut-être d'ici la fin de l'année 2025, une audience importante sur le fond du dossier pénal sur le non-lieu, et nous allons tous ensemble aider à Paris l'affaire pénale, démontrer que l'enquête n'a pas vraiment commencé, en tout cas elle n'a pas abouti, et surtout elle n'a pas cherché les véritables coupables et les véritables responsables. Ça c'est le dossier pénal. Et à côté du dossier pénal, depuis 2019, nous avions lancé avec le Lianage, avec Vivre et le Cran, une action collective conjointe qui avait réuni plus de 1500 personnes et qui réclamait
une indemnité à l'État au titre de sa responsabilité dans la gestion de ces chlordécone. En première instance, dans le tribunal administratif de Paris, nous avions obtenu déjà une première avancée, puisque le tribunal de Paris avait considéré qu'il y avait eu des négligences fautives sur la période 1973-1990. Mais ils avaient refusé d'indemniser les demandeurs, parce qu'ils considéraient que la preuve de leur préjudice n'était pas rapportée. Alors, on avait fait appel, et on avait expliqué que les fautes de l'État ne se limitaient pas à 1990. À côté de la délivrance abusive d'autorisation de mise sur le marché d'un produit extrêmement dangereux et permanent, il y avait aussi le fait qu'à partir de 1990, l'État ne vous avait pas protégé, ne vous avait pas informé, n'avait pas pris des mesures de précaution qui s'imposaient, comme celles qui avaient été prises, par exemple, aux États-Unis en 1975-1976, au moment de l'accident d'Hopewell, qui avait déjà pollué la rivière James en Virginie. Et on considérait que ce n'était pas des négligences qui étaient en cause, mais véritablement des fautes. Et sur ce point, nous avons été entendus. La Cour administrative d'appel de Paris a considéré que l'État a commis des fautes caractérisées sur toute la période de 1973 à 2000. En cela, je peux dire que c'est une victoire, parce que nous avons créé une jurisprudence. Tout à l'heure, peut-être Virginie va pouvoir revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi, dans tous les dossiers, que ce soit le préjudice moral ou corporel, les avocats de Martinique ou d'ailleurs pourront utiliser cette jurisprudence pour gagner du temps. Je vous rappelle un point important en matière de responsabilité, il faut démontrer 3 éléments: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Grâce à cette jurisprudence, la faute est établie. Donc, une partie du travail est faite. Maintenant, dossier par dossier, il faudra, mais ça Virginie vous expliquera en détail, démontrer qu'il y a des préjudices, qu'il y a un lien de causalité entre le préjudice et la faute que les tenants reconnus. Mais la Cour d'appel est allée encore plus loin que ce qu'on espérait. Pas tout à fait, on va être positif. Elle a reconnu pour la première fois que le préjudice d'anxiété était indemnisable dans certains cas. Alors certes, elle le fait de manière restrictive, sur les 1300 personnes, il y a que 11 personnes qui ont été indemnisées, mais elle admet le principe. Elle admet le principe à condition qu'on rapporte la preuve. 2 observations. Lorsqu'on a plaidé le dossier au mois de février, à l'audience, il y a ce qu'on appelle un rapporteur public. C'est un magistrat indépendant qui résume l'affaire et qui donne son avis, et qui donne souvent l'orientation de ce qu'on appelle la juridiction. À l'audience, le rapporteur public avait retenu 9 dossiers, que des hommes qui avaient eu un cancer de la prostate. Et comme certains avaient eu même des récidives. Évidemment, avec notre confrère Bousquier, qui travaille avec moi, on s'était levé, on avait protesté, on avait expliqué que c'était injuste, parce que les femmes sont tout autant victimes que les hommes des effets délétères du chlordécone. On avait cité notamment les travaux de Mme Jostrelage et des études qui ont été faites qui démontrent que pendant la grossesse, il y a des problèmes récurrents. Pendant le développement des enfants, il y a d'autres problèmes. On avait également insisté sur le fait que le chlordécone présente des troubles neurologiques évidents, maladie de Parkinson, etc. Et puis, élément important, le chlordécone est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, comme le distilbène. C'est-à-dire qu'il va farfouiller dans le système endocrinien, qui est un système très compliqué, très subtil et très fragile. C'est toutes les glandes qui sont entre la gorge et le cerveau qui fabriquent des hormones qui sont indispensables dans la vie. Une des hormones que vous connaissez bien, c'est la thyroïde, les hormones thyroïdiennes qui sont indispensables au développement, notamment intellectuel. Et comme le chlordécone vient perturber le fonctionnement normal de la thyroïde, eh bien, cela se traduira par un développement altéré, notamment physique et psychique des enfants. C'est ce que constatent les différentes études qui ont été communiquées. Là, la Cour d'appel nous a pas suivis. Alors, j'ai quand même donné un peu d'espoir en précisant que la Cour européenne des droits de l'homme,
dans un arrêt du 30 janvier 2025, a sanctionné l'Italie en matière de pollution de déchets permanents qui a été laissés par la mafia dans certaines villes et régions d'Italie, ce que l'État italien savait et contre lequel il n'a rien fait. Et ce qui est intéressant dans cette décision, qui peut être très utile si vous êtes dans le Conseil d'État, c'est que pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve. Ça veut dire Ça veut dire que lorsque vous demandez à être indemnisé, c'est à vous de démontrer que vous avez Merci pour les cadeaux. la faute le plus. Si on inverse la charge de la preuve, ça veut dire que c'est à l'État de démontrer qu'il n'y a pas de lien entre la pollution et le préjudice. Ça change tout, ça simplifie tout. Je voudrais quand même vous lire un paragraphe qui, d'après moi, est absolument transposable de ces corps d'école. Pour ceux qui s'intéressent, c'est paragraphe 390 de la décision, qui est un article qui se trouve sur Internet facilement. Lorsque la pollution est continue, omniprésente et inévitable depuis des décennies, alors la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que les requérants démontrent un lien prouvé entre l'exposition à un type de pollution ou de substance nocive et l'application d'une maladie spécifique mettant la vie en danger ou le décès qui en est la conséquence. En clair et sans décodeur, ça veut dire que lorsqu'on a une pollution dure comme celle du chlordécone qui va durer malheureusement, les études prouvent, la charge de la preuve de l'innocuité pour votre santé pèse, d'après moi, aujourd'hui, en application de cette jurisprudence, sur l'État. Et si le Conseil d'État ne nous suit pas pour ce mois de saisir, nous aurons la possibilité de faire condamner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, nous avons fait, par la décision de la Cour administrative d'appel, de grandes avancées. On peut dire qu'on est à 80% du chemin. Il nous reste encore 20% du chemin pour que tous les habitants des Antilles qui ont vécu aux Antilles, même ceux qui sont dans l'Hexagone, qui sont exposés au chlordécone, puissent être indemnisés, que ce soit au titre corporel, la parole à Virginie, ou au titre moral dans le secteur. Donc, on peut dire quand même que c'est une très belle décision, malgré le fait qu'on n'a pas entièrement la raison. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que cette reconnaissance de la responsabilité de l'État permette aux véritables coupables, aux véritables profiteurs de croire qu'ils sont à l'abri. On ne les oublie pas. Et je peux vous dire que nous préparons une nouvelle procédure pour que ceux qui se gavent de subventions depuis 70 ans viennent réparer des dégâts incommensurables que leur hubris de lutte a commis ce territoire. Et donc, j'en termine par là. Le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer, mais je vois que nous sommes tous ensemble mobilisés et qu'on va y arriver. Bien, donc, en observation que pour l'interview, on va continuer. Donc, comme État En fait, je voulais introduit sur la prise. par l'engagé d'administration, je pense que le plus intéressant, c'est le plus. Virginie Pousson, nous allons. Merci. Les amis, pendant 30 secondes, vous n'allez rien voir. Le temps que je branche le téléphone, j'ai trouvé une solution.
Alors, moi, je voudrais d'abord vous féliciter d'être aussi nombreux ce soir. C'est important. Je voudrais féliciter aussi et saluer toutes les actions qui sont menées par toutes les organisations, le Lianage, le Grandet contre l'école, le collectif des ouvriers agricoles, M. Céline là aussi, et tous les gens qui s'investissent dans ce combat. Moi, je pense que ce combat, on va le gagner, mais ensemble. Et toutes les actions, quelles qu'elles soient, les avocats, évidemment, qui sont aussi présents et qui, chacun de leur côté, travaillent pour que les responsabilités soient reconnues et que la réparation intervienne. Moi, c'est toutes ces personnes que je voudrais vraiment qu'on salue et qu'on applaudisse ce soir. Alors, deux mots sur effectivement la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris. Je pense, alors je ne l'ai pas lu, donc je ne ferai que quelques observations. Par rapport à ce que Maître Le Guévac nous a indiqué ce soir, je pense effectivement qu'il y a des avancées par rapport à la décision du tribunal administratif de Paris de 2022. Aujourd'hui, on ne parle plus de simple négligence fautive, on parle de faute caractérisée de l'État. Donc on voit qu'on avance dans la responsabilité de l'État et surtout on avance aussi dans l'indemnisation, puisque même si 9 victimes, le préjudice d'anxiété a quand même été reconnu, et ça c'est une avancée considérable, et ça pour ça, je pense qu'il faut applaudir le travail qui a été fait aussi. Je pense donc que cette décision, je vais la relire la motivation, mais permettra sans nul doute de motiver et mieux motiver et d'arriver à une indemnisation, notamment des préjudices corporels. Je parle évidemment des victimes, notamment les ouvriers agricoles, qui sont malades et qui aujourd'hui n'ont toujours pas été indemnisés. On avait parlé à un moment du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Ce fonds d'indemnisation n'a pas été suffisamment pour moi saisi. Et là encore, j'encourage tous les ouvriers agricoles, toutes les personnes qui, dans le cadre de leur travail, ont été exposées au chlordécone et ont développé une pathologie, je les encourage encore à saisir ce fonds. C'est une première indemnisation. Ensuite, j'encourage toutes les personnes malades, sur la base de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, eh bien de saisir le tribunal administratif individuellement de procédures afin d'être indemnisé, d'obtenir une expertise médicale et ensuite de pouvoir évaluer et obtenir indemnisation de l'ensemble des préjudices. Là-dessus, je rappelle que j'ai obtenu l'année dernière une décision du tribunal administratif de Paris concernant un ouvrier agricole, victime donc qui est malade du fait de son exposition au chlordécone. Et le tribunal administratif de Paris a pour la première fois, grâce à la décision obtenue par Maître Le Guévac en 2022, qui a reconnu la responsabilité de l'État et qui a été confirmée par la Cour d'appel, eh bien, le tribunal administratif de Paris a pour la première fois ordonné une expertise médicale d'une victime pour qu'on puisse évaluer ses préjudices. Donc c'est une voie dont toutes les victimes doivent se saisir aujourd'hui par le biais des avocats. Donc ça, c'est important de le dire. Donc cette victime que je représente, une expertise médicale a eu lieu en Martinique. 2 experts de Paris sont venus pour évaluer ses préjudices.
La position de l'État, pour l'instant, elle a accepté l'expertise. Voilà. Et donc, nous attendons le rapport d'expertise médicale qui va pouvoir confirmer le lien de causalité entre sa maladie et son exposition au chlordécone. Et cette expertise va aussi pouvoir permettre de chiffrer ses préjudices. Donc, vous voyez que grâce à ces décisions, les choses avancent. Et ça ouvre la voie à l'indemnisation pour les victimes de préjudices corporels, pour les victimes malades. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a NOSO, il y a notaire, il y a tout le reste, évidemment, qui reste en suspens. Mais je voudrais donc saluer cette décision qui va pouvoir nous permettre de continuer dans la voie de la réparation. Je vous remercie. Et toi, on a beaucoup de... Robert, c'est... Bonsoir tout le monde. Je ne serai pas très longue, puisque l'essentiel a été dit par les deux frères. Et je pense que ces deux décisions, tant la décision du tribunal administratif, la Cour d'appel de Paris, et de la CEDH, sont des décisions très importantes, qui nous démontrent qu'effectivement, le combat n'est pas terminé. Il y a encore des choses, des combats à mener, encore des actions à faire, il y a encore des procédures à lancer, à mener. Moi, j'ai plutôt travaillé sur le volet pénal et on a encore une audience, on attend la date d'audience pour l'audience pénale. Donc, j'espère que sur le plan pénal, nous allons aussi avoir une avancée. Je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi phénoménale, parce qu'on connaît un peu la position déjà de la juridiction française, mais bon. En tout cas, j'entends dans ces deux décisions qu'il y a de l'espoir. Donc, je garde espoir et j'espère en tous les cas dans notre pénal qu'elle pose. Et je pense surtout qu'il faut que les Martiniquais se mobilisent et qu'on continue le combat. Nous ne sommes pas assez nombreux. Pour les avocats, en tout cas, tous les avocats ne sont pas assez nombreux. Quand on doit traiter 600 ou 800 pensions partie civile, c'est énorme pour un cabinet. Donc c'est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux. Mais en tous les cas, le combat continue. Et en tous les cas, moi, je continuerai du mieux que je peux à contribuer avec ma petite main dans ce combat. Voilà, je suis très contente. Merci. Alors, j'en profite pour remercier un avocat qui est absent parce qu'il n'a pas pu se libérer pour la justice, c'est maître Raphaël Constant. Rien à mettre, parce que... Son cabinet a été beaucoup sollicité au point qu'on a appelé le cabinet chlordécone. Bon, quelque temps, 800 parties civiles, c'est pas pareil. Bon, à côté, enfin, il y a maître Germanie, bâtonnier, qui a participé, qui était déjà dans une première période de procédure en vingtaine d'années maintenant, et qui a repris le bâton de Pénélope dans ce nouveau dossier. Alors, bonsoir. Je vais commencer par saluer le travail et le résultat obtenu par notre confrère, M. Lévesque, même s'il n'est pas là, mais enfin, il doit être quelque part derrière pour faire une interview. Le résultat est formidable. Il m'a même fait penser à la restitution des biens volés par la France au Bénin. Vous savez, il y a 40 000
qui ont été volés par la France, qui sont dans les musées français, et la France en a restitué une centaine. Et on a crié à la victoire 100 œuvres restituées sur 40 000. C'est vrai que sur le principe, c'est une victoire, mais sur le résultat concrètement, c'est rageant. C'est encourageant et c'est rageant. Encourageant parce que les principes sont là, ils sont réaffirmés, l'État français est responsable. Bonsoir tout le monde et merci. Et Merci rageant pour parce le que merci pour le 9 partage. Merci pour les cadeaux. sur 4300, c'est rageant. Donc, encourageant, il est là. Donc, je disais que je félicitais notre confrère. Donc, d'ailleurs, s'il vous plaît. Et donc, je disais, mon frère, que cette confirmation par la Cour d'appel de la responsabilité, même aggravée pour cette grave faute de l'État, c'est encourageant. Mais en même temps, c'est rageant de voir qu'il n'y a même pas une dizaine de personnes reconnues dans leur préjudice indemnisées, alors qu'il y a 1300 requérants. Cependant, c'est 1300 sur 360 000 Martiniquais. Donc il faut aussi mesurer notre niveau de faible mobilisation et en être conscient. Parce que c'est d'abord la mobilisation du peuple qui va permettre d'obtenir des résultats. Cette mobilisation, elle doit se faire à tous les niveaux. D'abord, et on parlait de l'ancienne procédure, alors il n'y a pas d'ancienne procédure, c'est la même procédure qui aujourd'hui, sur le plan pénal, a abouti à un non-lieu que nous avions à l'époque initié à 3 avocats principaux, c'était Maître Guélinel, Maître Duhamel et moi. C'est cette même procédure qui a duré aujourd'hui maintenant 18 ans. Ce n'est pas une nouvelle procédure. La nouvelle procédure, c'est celle qui y a 5 ans avec Maître Lecbac sur le plan administratif. Mais sur le plan pénal, on en est à 18 années d'attente. On nous dit si oui ou non on va juger les responsables de cet empoisonnement. Et si on va les juger devant un tribunal correctionnel ou devant une autre juridiction, parce qu'évidemment, il n'y a pas seulement des fautes des entreprises, des fautes des commerçants, il y a également des fautes des gens qui travaillaient dans l'administration, voire même des ministres. Ça, c'est notre position et nous maintenons fermement que cette affaire, cette plainte, ces faits, ces crimes, ces délits ne sont pas prescrits. Ils sont d'autant moins prescrits que pour nous, on ne peut pas dire à quelqu'un qui va naître demain et qui va faire un cancer de la prostate après-demain que de toute façon, il ne peut pas se plaindre parce qu'aujourd'hui, c'est prescrit. Nous n'avons pas connu, et pour même victime, nous a dit pas dit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi à nous battre sur l'autre terrain, celui qui est d'ailleurs autant le vôtre que le mien en tant que, non pas seulement justiciable, mais citoyen. Nous devons nous battre pour la création d'une vraie commission d'indemnisation sur le plan des peuples. Pas la fausse commission qu'ils ont créée là, avec un sas tellement petit que très peu de gens sont éligibles. Ils ont déjà évalué, sur les 350 000 Martiniquais contaminés, ils ont déjà évalué qu'il y a entre 10 et 15 000 personnes concernées par l'indemnisation. Donc, la quasi-totalité des victimes est mise de côté et laissée sans espoir d'indemnisation. Ça, c'est inadmissible. Ça risque de couper à tout. Donc, le combat n'est pas que devant la juridiction administrative. Il n'est pas que devant la juridiction pénale. Il est d'abord et avant tout dans le peuple pour que jaillisse une proposition ou un projet de loi qui indemnise vraiment
les victimes que nous sommes, celles qui ne sont pas tombées malades encore, celles qui ne vont peut-être pas tomber malades, mais qui ont l'angoisse d'avoir bu du poison, d'avoir mangé du poison pendant des années, et puis celles qui sont malades, et voire même les ayants droit de ceux qui sont pas. Ce combat n'est pas terminé, c'est d'abord et avant tout le vôtre, plus que celui des juristes que nous sommes, qui sont là, c'est vrai, pour transformer en action juridique ce qui n'est qu'un cri de justice, une exigence de justice qui aujourd'hui ne trouve pas complètement réparation. Donc c'est commencer, nous commencer le combat en maille. Après 18 années, on a dit c'est commencer, nous commencer. Après 18 années de combat. Maintenant, on a regardé, mais il faut porter même pas en point. Et parmi les pistes, puisque nous sommes prospectifs, parmi les pistes qu'on doit explorer, il y a bien entendu aller vers la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a bien entendu la Cour de justice. Il y a bien entendu l'ONU. Et peut-être demain, grâce au travail remarquable fait par Sabrina Cajoli, peut-être le Conseil de l'Europe. Je m'empresse de laisser la parole pour qu'elle vous donne, la cérémonie, pour qu'elle vous donne ces différentes pistes possibles, mais qui ne seront possibles que si nous nous mobilisons autour de la cause et autour de ce déroulé qui a montré qu'on était capable de venir d'horizons différents, de travailler en tirant chacun de son côté, mais en étant ensemble vers le même but. Parce que c'est commencer, nous ne pouvons pas éloigner la personne. Merci. Non, je vais là pour passer directement la parole à Sabrina. C'est très bien parce que la transition était parfaite. Mais quand même, avant qu'elle dise le mot, il faut qu'on dise le mot sur le fait qu'elle s'est associée à ce combat, comment elle s'est associée à ce combat et quelle est l'importance de son apport. Juste avant ça, je vais quand même rappeler quelque chose. Le combat est long. Pourquoi obtient que pour nous, parmi ces candidats, passer devant le tribunal, pourquoi obtient ça? Mais en revanche, ces messieurs qui ont fait la répression et qui ont continué la répression dans les moments qui étaient levés contre l'affaire lors des condamnations. Pas oublier que pour ces Kaoulé-Koudou, chaque mois, c'est même les gens décidé, on a dit que la violence, n'est pas fini pour nous rester attentifs à ça parce que ce n'est pas possible que nous aider qu'à mener un combat pour juger ces criminels-là, et puis en même temps, c'est comme on a dit que et on a rappelé que là, nous avons parlé de réparation, on a parlé seulement de l'indemnisation des uns, des unes et des autres. Nous avons parlé de servir criminel pour que Martinique, Guadeloupe, nous mettions en place des nouveaux d'alimentation, d'agriculture, de production, que nous mettons en place un autre modèle de société au niveau de la vie
problème du monde. Et on est content de lui la bien parce qu'il est mondial depuis longtemps. Et à notre dernier réunion de fête, nous lancer un mot d'ordre dans l'orientation, ça pour aller vers une marche planifiée à l'autonomie alimentaire. Une marche planifiée à l'autonomie alimentaire. On ne peut pas. Les dimensions sont multiples. Alors, juste avant Sabrina, il faut dire que Sabrina, sans parler de combat, au Guadeloupe, il va combattre à important. Et puis, en même temps, il est très conscient que le combat est très proche, très voisin, très lié à d'autres combats. Le combat sur l'eau, sur la qualité de l'eau, sur l'eau potable, qui est dramatique, plus en Guadeloupe d'hier, parce que c'est une vraie catastrophe. Et maintenant, on va ça, ça m'a aidé au niveau des espaces internationaux, on va dire au niveau de l'Organisation des Nations Unies et au niveau des instances européennes. Et c'est à travers Matala qu'il découvrait un scandale absolu, à savoir qu'il y a une charte des droits sociaux du Conseil de l'Europe, qui a roulé depuis les années 60. Et puis que ces messieurs, le gouvernement français, décidaient que ça bon pour les Français, mais ça pas bon pour nous. Et donc, en conséquence, dit le Conseil de l'Europe, pas mettre Martinique, Guadeloupe, pas mettre nous comme bénéficiaires des droits sociaux de la Charte européenne. Donc, il venait pour Matala, il soulevait ça, il fait des réunions de ça, il parlait des parlementaires du programme de ça. Donc, la parole à Sabrina Jaloni. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a des répétitions qui s'imposent. Donc, je voudrais commencer par remercier, mais vraiment très chaleureusement, le Lienage avec Pauline Martini et l'ensemble des organisations membres actives dans le Gaoué pour l'invitation qui ont avoir matérialisé cette invitation me permettant d'être avec vous en personne ce soir. Autre répétition qui s'impose, merci à vous d'être ici effectivement en ligne. Parce que quand je public, de quelques personnes qui prennent action sur le plan juridique ou politique et ça, elles le font au service vraiment de la communauté dans son ensemble que vous représentez. Un grand merci aussi à tous ces éminents et éminents avocats, avocates, auprès desquels j'ai le plaisir d'intervenir ce soir pour saluer tout d'abord leur investissement. Moi, à titre personnel, au nom de l'association que je représente, qui s'appelle Canberra French West Indies, je suis engagée sur ces questions-là depuis 5 ans seulement. Je salue vraiment l'engagement et des organisations, et des individus, et des avocats qui travaillent là-dessus depuis des décennies et qui n'ont rien lâché. Quand on est unanime là-dessus, c'est vraiment important de le dire et de le souligner. En fait, les actions des uns ne sont pas possibles sans les actions des autres. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Moi, j'ai écrit des rapports, par exemple, aux Nations Unies, mais si je n'avais pas pu consulter la documentation qui a été mise en œuvre par nombre d'avocats pendant des décennies, si je n'avais pas pu consulter en personne les organisations qui sont représentées ce soir et des personnes individuelles qui ont pu parler de leur préjudice et de la situation, cette parole n'aurait pas pu être amplifiée au niveau international et européen. C'est vraiment la convergence des approches
qui permet l'avancée et les résultats, et des grandes avancées comme celle dont on parle ce soir avec la décision de la Cour administrative d'appel. Bravo. Alors évidemment, comme tout le monde, vraiment, je me réjouis et je félicite les avancées obtenues à travers la Cour administrative d'appel. C'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens et qui permet de nourrir en plus des espoirs plus grands, même pour aller plus loin. En quelques mots, ce que je peux vous dire à travers le prisme de l'éclairage du niveau du droit international des droits humains, c'est que cette décision va dans le sens de ce que disent les Nations Unies et ce que les Nations Unies exhortent la France à faire depuis des années. Il faut savoir que depuis 2022 en particulier, près de 70 experts des Nations Unies sur les droits humains, de façon croissante, ne cessent d'exhorter la France à octroyer réparation et indemnisation pour toutes les victimes du chlordécone. Je vous donne quelques éléments clés. 2022, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à l'environnement, le Canadien David Boyd, a dressé une liste des zones dites sacrifiées au monde en raison des pollutions extrêmes. Nous avons le triste honneur, Guadeloupe et Martinique, de se figurer sur cette liste. La liste des zones sacrifiées par la France en raison de la pollution extrême au chlordécone. Dans ce rapport, l'expert, je précise que dans la terminologie de cet expert qui est canadien, d'origine anglo-saxonne, le terme zone sacrifiée fait référence à Hiroshima. Pour donner une idée de l'échelle de la contamination et de la perception par les Nations Unies. Dans ce rapport, l'expert dresse une liste de recommandations adressées au gouvernement français, mais aussi aux entreprises privées, pour octroyer réparation sur la base du principe pollueur-payeur. Et la France est exhortée aussi à assumer sa propre responsabilité et aussi à engager la responsabilité de tous les acteurs privés qui ont une responsabilité dans cette situation. Deuxième développement très important, 2023, 3 comités des Nations Unies sur les droits humains ont émis des recommandations qui vont dans le sens aussi d'exhorter la France à envoyer réparation, et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, réparation c'est un terme très large qui veut dire réparation aussi environnementale, dépollution, réparation sur le plan de la santé, des mesures de dépistage et de traitement, ça veut dire des mesures de recherche, etc. Et indemnisation. Le premier comité à avoir émis une recommandation là-dessus, c'est le comité de l'ONU pour les droits de l'enfant, qui a exhorté la France à octroyer réparation et indemnisation pour tous les enfants victimes de la pollution au chlordécone. Le deuxième comité, c'est le comité pour l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes, qui a souligné son inquiétude sur le fait que notamment la recherche sur l'impact du chlordécone sur la santé des femmes était sous-documentée, sous-financée, et qu'en conséquence, les femmes étaient privées de mécanismes de réparation et d'indemnisation essentiels. Et donc, ce comité est venu exhorter la France à accorder une attention particulière à ça et à investir davantage dans la recherche et réparation et compensation pour les femmes. Le troisième, c'est le comité de l'ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est venu aussi avancer dans ce sens et qui a développé toute une série de recommandations. Ça, c'était 2023. 2024, 2 autres recommandations massives et une qui a été en fait, c'est un fait assez insolite. 3 experts de l'ONU sur les droits humains sont intervenus dans le processus législatif en France à l'appui de la proposition de loi d'Élie Taillefer qui vise à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser toutes les victimes du chlordécone.
permettez-moi de vous en lire un passage édifiant et qui a un lien direct avec la décision qu'on a obtenue aujourd'hui grâce à l'association qui vient d'être Legbar et qui laisse entrevoir encore le chemin à parcourir et l'espoir qu'on peut avoir pour aller plus loin. Ces trois experts, donc, c'est des experts sur le droit à l'environnement, l'expert sur le droit à l'eau et l'expert relatif aux produits toxiques. 1er mars 2024, lettre adressée au gouvernement français. Nous pensons que la proposition de loi basée sur le droit international des droits humains devrait préciser que la responsabilité de l'État s'applique à la fois à la contamination historique et actuelle par le chlordécone et aux effets néfastes qui en découlent pour la santé humaine et l'environnement. Il faudrait définir largement les victimes potentielles en tenant compte des conséquences particulières de la contamination pour les femmes et les enfants et fournir des moyens accessibles pour que les individus puissent connaître leur statut de contamination sans difficulté ni contrainte excessive. Veiller à ce que l'accès à l'indemnisation ne comporte pas d'obstacles excessifs. S'engager spécifiquement à renforcer le plan national sur le chlordécone avec des objectifs et des calendriers clairs pour la décontamination, ainsi que le contrôle régulier des niveaux de chlordécone dans l'eau, les aliments, le sol et les êtres humains. Et puis, un dernier point, je ne vous dis pas tout, mais important, établir des moyens concrets et efficaces pour identifier le risque de pollution au chlordécone dans l'ensemble des Antilles. Dans cette lettre très officielle donc, des Nations Unies adressée à la France, au gouvernement français, il est donc dit que c'est important de reconnaître la responsabilité de l'État, mais il faut aller même plus loin et avoir une définition la plus large possible des victimes, inclure les femmes et les enfants et réduire tous les obstacles possibles à cette organisation. La décision, à mon sens, de la Cour administrative d'appel va dans le bon sens, puisqu'elle élargit déjà, elle confirme et persiste ici sur la responsabilité de l'État, mais il faut aller, elle pose les jalons pour l'indemnisation des personnes, mais ces recommandations nous disent qu'on a aussi matière à demander à aller plus loin. Donc, vous mettez le rideau. Voilà, un mot de plus sur le Conseil de l'Europe. Les recommandations que je vous ai citées, là, des Nations Unies, reposent sur des traités internationaux des droits de l'homme qui sont contraignants et qui font partie de notre droit. Donc on peut les invoquer devant les tribunaux et ils ont une force de loi en fait chez nous. Mais les recommandations des Nations Unies en tant que telles, elles ne sont pas contraignantes. Donc elles ont été portées à l'attention de la France, mais si la France ne les applique pas directement, il faut continuer avec les actions en justice. Donc les actions en justice au pénal, à l'administratif, à travers les fonds d'indemnisation, vont permettre la réalisation de ces recommandations. C'est très important. Un autre moyen qui peut être envisagé, c'est au niveau du Conseil de l'Europe, un recours devant le Comité européen des droits sociaux. L'Europe dont je vous parle ce soir, ce n'est pas l'Europe de Bruxelles, des 27 États membres. C'est l'Europe de Strasbourg, qui est connue pour la Cour européenne des droits de l'homme, et qui a 46 États membres. Donc vous avez dans cette organisation des États comme le Royaume-Uni, qui lui ne fait pas partie de l'Union européenne, vous savez, depuis le Brexit, vous avez la Suisse, vous avez la Turquie, jusqu'à récemment il y avait la Russie, qui a été exclue depuis la guerre en Ukraine. Donc c'est la grande Europe et c'est l'Europe qui est le temple des droits de l'homme.
son mandat, c'est exclusivement la protection des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Elle est très connue pour la Convention européenne des droits de l'homme, dont la gardienne est la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est moins connue pour avoir en fait développé plus de 200 autres traités des droits de l'homme, notamment cette fameuse Charte sociale européenne qui porte sur tout ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Les droits économiques et sociaux, ça inclut tout ce qui est travail, protection sociale, éducation, santé, logement, et donc, par extension, des questions comme l'environnement, l'eau, etc. Et ce traité des droits de l'homme prête une attention particulière au principe de non-discrimination et à la protection des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité, donc souvent par exemple les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les migrants, etc. Donc, au niveau de l'association Kenberel, on a essayé de proposer nous avons introduit un recours devant ce comité européen des droits sociaux avec l'appui de la Fédération internationale pour les droits humains et la Ligue des droits de l'homme. Il a été déposé le 18 mars 2024. Malheureusement, le 15 mai 2024, la France, dans sa réponse à notre réclamation, s'est opposée à ce recours en venant confirmer ce qui était tacit depuis 50 ans et en disant explicitement qu'elle s'opposait à la recevabilité de ce recours au motif qu'elle n'a pas inclus la Martinique et la Guadeloupe et donc l'ensemble des territoires français de l'outre-mer dans ce traité des droits de l'homme. C'est un vrai problème de quand il y a un travail de plaidoyer vraiment pour demander l'inclusion des territoires, parce qu'il s'agit d'un traité des droits de l'homme. Donc on parle de droits qui sont inaliénables, qui sont liés à la qualité d'être humain. La réclamation est toujours en cours et nous espérons avoir une décision sur la recevabilité à la fin du mois de mars ou début du mois d'avril. Entre-temps, des appels ont été lancés, une pétition qui Tous Humains notamment, signée par le plus grand nombre en ligne, pour exhorter la France à inclure ces territoires dans la Charte sociale européenne. Et en réponse à cet appel, une de nos institutions des droits de l'homme les plus importantes, qui s'appelle la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, est venue au mois de septembre 2024 émettre un avis exhortant le gouvernement français à inclure nos territoires dans la Charte sociale européenne. Pour 3 motifs. Elle a bien établi que cette exclusion était contraire à la Constitution française, qu'elle était contraire au droit international et au droit européen des droits de l'homme, et qu'elle était constitutive de ce qu'on appelle une clause coloniale. Inacceptable de nos jours, évidemment. Inacceptable de nos jours, évidemment, d'autant plus, précise la CNCDH, que dans tous les territoires français de l'outre-mer, il est établi que tous les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge. Pauvreté, 5 à 15 fois plus élevée que dans l'Hexagone. Éducation, santé et environnement, etc. Donc, tout l'intérêt de ce recours, qui, s'il est couronné de succès, viendra consolider tous les recours qui sont déjà en cours au niveau national, soit au niveau pénal ou au niveau administratif, pour dire qu'effectivement, ces droits sociaux devraient être respectés dans les territoires d'outre-mer et plus particulièrement en Guadeloupe et Martinique sur la question de l'eau et sur la question du chlordécone. Je m'arrête là. Raphaël, tu as une question?
Oui, c'est peut-être pas vraiment une question pour signaler, je suis le collectif des ouvriers avec pesticides. Tout à l'heure, Sabrina, je dis déjà merci aux avocats Virginie, le président qui Sabrina a précisé comme la Martinique est comme pays sacrifié. Et pourquoi ils ont pu mettre pays sacrifié? Parce que je prends l'air de Port-de-France. Toutes les habitations qui autour de la montagne Saint-Joseph, et comme ces messieurs avaient fait un stock de chlordécone énorme, il fallait les transférer vers la France, et bien ça coûtait de l'argent. Et bien ils ont pris des chariots, ils ont mis ces chlordécone sur ce chariot, et ils ont été déverser ça à la coupeuse. C'est ce qui a empoisonné. Est-ce que vous entendez ça? Et aujourd'hui, c'est un processus qui continue, puisqu'il y a beaucoup de chlordécone enfoui en Martinique. Et il doit y avoir une commission qui devrait payer, je ne sais pas comment ça fonctionne, pour extraire ces chlordécone. Mais ça continue, parce que les filles En fait, il est en train de dire que quand il y a eu l'interdiction de laver du chlordécone, les gars qui avaient le stock en trop ont été jetés ça dans la française. Comme il dit, c'est chlordécone nous, alors ils ont attiré du côté de Guibé, du côté de Potiche et du Potiche. Alors, l'empoisonnement a continué toujours. Alors, tout ça, lorsqu'ils ont mis la Martinique en tant que pays sacrifié, ça donne. Et puis maintenant, Mani a dit la rage. Oui, le peuple martiniquais a la rage. Hein? On travaille sur le terrain tous les jours. On voit comment le comportement, il y a des gens qui sont dégoûtés de ce qui se passe. Le temps que le peuple martiniquais ne puisse pas retrouver la justice réelle, et bien ils ont la rage. Ils sont en détresse psychologique, sociologique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous? On avait demandé une enquête épidémiologique qui pourrait mettre une pathologie aujourd'hui qui existe, qui est liée au chlordécone en tant que maladie professionnelle. Eh bien, on a eu des financements, on a eu le nom, on a eu la personne qui devait faire cette enquête épidémiologique pour nous. Au dernier moment, on voulait une enquête, parce que comme ils disent comme quoi, vu la Martinique et la Guadeloupe, il n'y a pas une population assez importante pour faire une enquête épidémiologique. Mais on peut le faire en demandant un échantillon randomisé. Alors, la caisse régionale de maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tout pour faire un enquête. Au dernier moment, la caisse maladie a reçu un message de ne pas donner. Ils ont dit non. On a rencontré la caisse maladie Martinique. Ils nous ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le directeur, et au dernier moment, il y a un message du gouvernement en disant de ne pas donner cet échantillon en domicile. Alors, aujourd'hui, ils ont dit que ça n'approche pas, mais il faut savoir, les femmes qui travaillent sous les habitations, on a mené une enquête sur 1500 personnes, ouvrières agricoles, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. On a trouvé 4 personnes qui, peut-être qu'ils n'ont pas dit la vérité, ils n'avaient pas des pathologies liées au chlordécone. C'est pourquoi on a demandé, c'est à l'initiative du collectif, de mettre en place le CRPPE, DMPE, Centre pathologie maladie professionnelle environnementale au CHU. Mais c'était beaucoup pas pour
pour mettre ça en place. Ils ont dit ça va coûter trop cher, c'est même une manière. Lorsqu'on a demandé les tests de gratuits, ils ont dit ça va coûter trop cher, ça se passait dans un petit bâtiment pour l'église. Et c'est cette dame-là, son mari, est décédé à 46 ans, empoisonné. En tant qu'ouvrier agricole, il a dit à vous, ça coûte trop cher. Et mon mari, combien ça devrait coûter? Et la dame a dit, oui, j'ai des sous-préfets, donc ça va coûter trop cher. Et à ce moment, je ne pète pour non, à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, la fille me dit, et puis au retour, elle a dit, je vais le faire. Effectivement, c'est à ce moment-là on a eu les tests chlordécone gratuits. Alors je dis à tout Martiniquais d'aller faire les tests. Et puis pour ne pas être pour nous, je dis une dernière chose. Aujourd'hui, Santé publique France commence à reconnaître les petites doses tuent, les petites doses héméopathiques et dans l'eau, et les fortes doses c'est tuer beaucoup plus vite. Voilà le discours totalement ils disent ça à des nouveaux connaissants. Et on travaille sur ça, et c'est pourquoi les journalistes disent que tout le peuple martiniquais est concerné pour la question d'empoisonnement. Aujourd'hui, on travaille sur les vies agricoles, sur les riverains des habitations. Eh bien, il faut que l'ensemble du peuple martiniquais puisse être en position pour faire la justice triompher. Messieurs, et tous les autres personnes qui peuvent témoigner, preneur de tout témoignage écrit. M'explique, marier tout ça, et après on va les rassembler, on va pouvoir comme ça couper le dossier. Il est important qu'on récupère des informations, des témoignages. Après on va les complétera, on va tout c'est important, nous n'avons pas écrit. N'hésitez pas, mon adresse mail est facile à trouver, n'hésitez pas à nous envoyer, parce que c'est vraiment le témoignage qui est très important. Il y a Jonathan. Bel bonsoir. Alors, moi, c'est Jonathan Lugagara, ancien ingénieur agronome pays Martinique. Alors, ce soir, en fait, je vais intervenir sur 3 points. Donc, 3 points importants sur le chlordécone. D'ailleurs, avant tout, j'aurais aimé. Là? C'est tout? C'est bon? Trop loin? Ok, d'accord. Trop prudent. Alors, ce soir, je vais parler de 3 points essentiels, mais avant tout, j'aurais aimé féliciter le travail qui a été fait en fait par l'équipe d'avocats et de juristes. Vraiment, c'est vraiment remarquable. Mais aussi à toutes les associations qui se sont mobilisées pour le chlordécone, toutes ces associations qui se réunissent chaque semaine et qui n'ont pas lâché, qui ont fait que jamais la ligne n'a été rompue. Toutes ces personnes qui se sont mobilisées, qui sont aussi des pères et des mères de famille, et depuis toutes ces années, ça aussi c'est un sacrifice et je pense qu'il faut les remercier. Alors, je ne vais pas trop tarder parce qu'il est déjà assez tard qu'il faut laisser la place, mais ce que j'ai à dire est très important. Donc, le premier point, c'est que avec la bataille juridique, il y a la bataille du quotidien des femmes et des hommes qui sont malades et qui ne gardent pas la vie. Il y a le combat des familles qui perdent leurs proches chaque jour, on n'en parle pas, et des drames qui se passent. Il y a aussi la situation des personnes âgées qui sont vraiment retirées. Et par exemple, je parlais de l'exemple d'une cliente, je ne vais pas la nommer, qui est déjà très âgée, isolée, qui fait face à un cancer du sein et qui vient d'apprendre qu'elle a un taux de chlordécone au-dessus du taux normal. Vous
imaginez le contexte dans la guérison. Aujourd'hui, on vit face à des situations qui sont quand même majeures. Vous imaginez une famille avec des enfants où la meilleure de cancer avant que les enfants arrivent à maturité, c'est un choc psychologique, mais ça c'est juste courant, c'est juste bon, on ne peut pas vraiment le reconnaître. Aujourd'hui, je suis là pour parler justement des actions qui sont faites pour les personnes qui sont malades. Alors, depuis 2022, nous avons travaillé sur un complément alimentaire, parce qu'on ne peut pas aller sur les médicaments, à base d'une molécule que nous avons repérée. Cette molécule, c'est l'artémisinine. Cette molécule, en fait, nous l'avions déjà annoncé qu'elle avait un fort pouvoir en fait, de guérison sur les corps, notamment sur le corps des femmes. Parce que ce sont justement ces personnes qui sont fortement impactées dans la société et qui sont à risque parce qu'elles portent la vie et elles peuvent transmettre. Et donc, du coup, il y a un impact sur ce qu'on appelle la vibration de transmission de la population. En termes d'énergie, c'est très grave parce qu'on arrive à vous atteindre sur votre capacité à transmettre. Donc, on a mis un complément alimentaire en place qui s'appelle le Zinga. Bon, voilà, en l'honneur de la reine Zinga, donc là, je vous laisse faire les recherches. Et donc, à l'époque, nous étions portés sur l'endométriose. Donc, nous avions parlé des artémisinines, mais nous n'avons pas été reconnus par la science. Et à l'époque aussi, il y a eu le scandale de la Toulouse qui nous a fait revoir nos recherches parce que l'artémisinine n'était pas, les artémisinines n'étaient pas dans la liste qui était autorisée par la France. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, les chercheurs français ont enfin reconnu que l'artémisinine guérit l'endométriose et aide justement à guérir l'endométriose. Ça fait que l'année dernière qu'ils ont fini par le reconnaître. Donc, ça fait depuis 2022 qu'on travaille sur ça. Et aujourd'hui, en fait, on met en place une tension avec vraiment des pratiques ancestrales pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, mais aussi les hommes qui sont atteints de prostate, les personnes qui sont atteintes de cancer de côlon et les personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Nous avons fait des analyses in vitro, in vivo, donc on a fait des analyses en laboratoire et sur les êtres vivants, sur les artémisinines et sur des peaux de poulet ou des cellules cancérigènes ont été injectées de la lignée triple négative du cancer du sein. On a intégré des molécules d'artémisinine et en moins de 48 heures, en 72 heures, toutes les molécules étaient inhibées. Je dis bien toutes les molécules. Ce qui prouve que les artémisinines auraient, on ne va pas même faire avoir un procès par Big Pharma, auraient des capacités à inhiber les cellules cancéreuses liées au cancer du sein sur les lignées triple négatives MG239 exactement précises. Aujourd'hui, nous mettons en place ces compléments alimentaires sous fond d'études à la fois in vitro, à la fois in vivo. Je rappelle que nous avons pu financer par nos propres moyens. Je fais une petite parenthèse. Il y a eu combien de temps de corps d'école? Quelqu'un peut mettre combien de temps de corps d'école? Le combien? Aucun financement, c'est en autofinancement qu'on a pu faire toutes ces recherches et tous les clients qui viennent à la pépinière acheter le blanc, puisque une partie de nos bénéfices sont directement reversés pour la recherche sur le corps d'école. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que le corps scientifique évalue les protocoles que nous avons utilisés pour faire ces compléments alimentaires et statue de manière claire et précise sur l'efficacité de ces derniers. Maintenant, je vais passer sur la sphère du contrôle. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'avec tout ce qui se passe, on peut vendre de la terre végétale en Martinique sans prouver que cette terre-là n'a pas de chlordécone. Je place là et je laisse la réflexion aux personnes qui sont responsables de surveiller ce genre de choses. C'est pas normal qu'on n'a pas de règles environnementales décidées et bien établies sur le territoire où il y a une production de volontaires. Inacceptable. On va se demander est-ce qu'il existe des écologistes sur Terre. Well, you guys, there is ecologists on Earth anymore. Il n'y a plus d'écologie. Il n'y a plus d'écologie. À partir du moment où 97% de la population en 2025 est contaminée par un grand pays, il n'y a rien qui se passe, il n'y a plus d'écologie. Désolé, il n'y a plus d'écologie. À quoi bon faire des COP24, COP25 si vous-même vous ne respectez pas vous-même droit de votre territoire? Ça, ce n'est pas possible. Et ça, en tant que Français, c'est la première chose que nous devons promulguer à la République. Là, sa responsabilité. Maintenant, je vais parler du contrôle. Le contrôle est majeur parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on consomme. Ce n'est pas normal que les personnes qui font tous nos efforts pour manger bio se retrouvent avec des taux de chlordécone supérieurs à la normale. C'est qu'il y a les fuites et les femmes. Et c'est là qu'il faut agir parce que là, c'est là que notre peuple se fait plomber dans toutes les générations. Et aujourd'hui, nous proposons une technologie qui est la technologie PRISM. Je vous demande d'écouter parce que c'est sérieux. C'est une technologie qui est basée sur les infrarouges.
qui permettrait de pouvoir voir la molécule du chlordécone à travers un légume de manière instantanée. Les infrarouges, en fait, on va aller de 600 par 800 nanomètres, on utilise l'infrarouge. La couleur infrarouge, c'est la couleur de la lumière d'onde, et donc par exemple, les plantes sont sensibles à la lumière d'onde. À un certain niveau, la lumière va favoriser la floraison, et à un certain niveau, ça va favoriser la croissance. C'est souvent les couleurs chaudes pour la floraison et les couleurs froides pour la croissance. Mais je reviens sur la technologie prise. La technologie prise nous permettrait de pouvoir avoir un contrôleur mobile infrarouge qui pourrait flasher les légumes et dire s'il y a une famille de polluants de la famille des organochlorés. Parce qu'il est chloré, donc il peut se voir. Ça, c'est important. Nous demandons que les scientifiques français et internationaux étudient cette technologie et estiment est-ce qu'on se trompe ou est-ce que réellement on peut tester des pesticides et des molécules polluantes avec la technologie. Voilà. Cette technologie est sur le fond de technologie ancestrale. Donc je rappelle qu'on a gardé nouveau sous le soleil, qu'en Égypte antique, on faisait déjà de lobotomie, que la pile existait et que le moyen d'avortement était socialement, clairement établi. Ce sont des technologies qui doivent revenir. Ce n'est rien de nouveau. Je pense que certains dans la salle savent de quoi je parle. Je vais parler enfin du dernier point qui pour moi est le plus important, c'est la dépollution des sols. C'est le premier combat que nous avons mené, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler en dernier. Nous avons fait premièrement un protocole qui portait sur la capacité de transmettre une bactérie dans le sol à travers des pots dans le sol de façon à pouvoir mettre un agent décompositeur face au chlordécone. Nous l'avons fait avec les stagiaires du CFPP à Victor-Vert en 2022. Seulement, en fait, tout ça, ça a réussi. Nous avons pu transférer la bactérie, mais nous n'avons pas pu caractériser cette bactérie pour savoir si elle était en mesure de dégrader la chlordécone. Donc, nous avons sollicité les moyens. Nous avons parlé justement aux responsables de l'époque de la recherche qui était en Martinique, donc agent du gouvernement. On nous a fait comprendre qu'il fallait au moins 1 demi-million pour la recherche et que ça n'aurait pas été possible de l'avoir. Je rappelle que nous autofinançons les recherches avec 500 000 €, j'ai pas. Donc c'est compliqué et donc les recherches se sont arrêtées là en 2022. Ce qui n'est pas si mal. Pourquoi je dis ce qui n'est pas si mal? Parce que nous avons décidé de revoir notre recherche. Donc, dans le travail de veille bibliographique, nous avons pu savoir qu'il existe des molécules qui sont capables de capturer et de mettre le chlordécone en cage et en prison. Voilà, il y a le biocharge effectivement, mais il y a les cyclodextrines. Je répète, les cyclodextrines. Voilà. Je répète, les cyclodextrines, ce sont des molécules cages qui ont la capacité de pouvoir absorber une molécule, et quand la molécule entre, elle est capturée, elle ne peut plus sortir. Je ne vais pas faire trop de détails. Ces molécules cages, elles sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Elles sont 100% naturelles, elles n'ont aucun effet négatif sur la nature, parce que c'est naturel. On peut en produire de manière naturelle, on va voir ça par la suite. Mais ce qui est remarquable, c'est que les cyclodextrines, en fait, elles peuvent très rapidement capter la molécule dans le sol. Si on parle de dépollution, par rémédiation, de phytoextraction, on est sur des dizaines d'années. Quand on parle de cyclodextrine, on est sur le terrain de supramoléculaire. Donc, ce qui veut dire qu'en un an, on peut déplorer la Martinique. En un an avec les cyclodextrines. Parce qu'on est sur du moléculaire. C'est comme les chiens, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils sont des molécules. C'est pas des scotch qui va empêcher ça. Et ça, c'est un point qui est intéressant et qui nous fait penser que c'est important d'envisager cette piste, puisque le supramoléculaire est beaucoup plus rapide que la rémédiation et qu'il y a un piège, puisque la rémédiation, il faut savoir que si jamais il y a des plantes qui sont capables de capter la chlordécone peut se répandre dans tout le corps de la plante. Or, les agents pollinisateurs peuvent aussi après être contaminés par le chlordécone et répandre le chlordécone dans d'autres milieux. Ça, on voit pas. La rémédiation, non. Voilà, donc il faut venir aussi, il faut venir aussi. Pour nous, je ne vais pas être très long pour finir. Les cyclodextrines, this is the way to go. Ce sont des molécules cages et ces molécules peuvent mettre le chlordécone en prison et c'est lui qui doit être en prison. Nous demandons que le corps scientifique national étudie le protocole que nous avons et dit si clairement les cyclodextrines peuvent dépolluer les sols ou pas. Mais je rappelle que un laboratoire a déjà fait l'essai, bien malade,
avec les cyclodextrines couplés avec le biochar. C'est un laboratoire en Suisse qui a fait un travail avec la Guadeloupe. Il a démontré que les cyclodextrines couplées avec les biochars retiraient la chlordécone à plus de 99% dans l'eau. Pourtant, il n'y a pas de filtre encore. Alors, aujourd'hui, je suis désolé, le texte, il y a beaucoup d'énergie. C'est l'énergie du peuple qui va sortir. Et aujourd'hui, nous comptons sur vous pour soutenir ces combats, pour porter plainte, pour aider dans les dossiers juridiques, pour venir pour dénoncer les choses, mais pour aussi aider dans ces combats. Venez aussi, surtout si des personnes qui ont besoin de compléments alimentaires, venez nous voir. Et si aussi vous avez des idées, protocoles de dépollution, si vous aussi vous voulez vous intégrer, venez nous voir. Nous avons besoin de la population, régler le problème de la population, bien sûr. Merci pour le conseil. Avant que nous parlions, par contre, moi-même, pour nous aller en point, c'est que dans le cas que nous sommes Martinique, alors, pas plus mal, et ça rend fou. C'est-à-dire, des gens qui ont en pile compétence, c'est que les partis à dans la bagaille, on va juste faire mais pour nous, il y en a justement pour nous arriver dans le 7e plan. Je n'ai plus de batterie. Ça a tenu bien longtemps. Je ne pensais pas que ça aurait tenu aussi longtemps. Il me reste même pas 2%. Allez, 2% de batterie. Donc ça risque de couper à tout moment. Donc je vous encourage à basculer sur le live de Jenflow. Qui leur disait qu'il faut faire des études, notamment sur la dépollution, notamment sur le lien entre les maladies et l'empoisonnement, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que les hommes qui sont concernés avec la prostate, comme si les femmes n'ont jamais travaillé dans la banane. Jenflow. Par contre, vous dire bagaille qui choque moi. Et dit comment pas d'accord pour pièce. Vous dit, nous avons, et à deux reprises ça, nous avons eu quelqu'un qui avait un taux de chlordécone supérieur au taux normal. Le taux normal, c'est 0. Le taux normal, c'est 0. Donc, la doublée pour les 0 chlordécone. Donc, ça, nous va manger un petit peu l'environnement, et nous accompagnons, qu'on va mais aussi pour pas de chlordécone dans l'environnement, à etc. Donc, le bon taux, le taux normal, c'est 0. Allez, je quitte le live. Je garde un peu sans batterie. J'en ai besoin. Oui, maman, bonsoir. Après